Précédemment dans CIRCIR 2030. On voit de plus en plus d'acteurs investisseurs, type fonds, type banques étrangères, qui investissent au Maroc. Je pense notamment à la relation à l'office d'échange, parce qu'aujourd'hui les outils sont plutôt bien élaborés. Dans la mise en application, c'est un peu plus compliqué. Bienvenue dans CIRCIR 2030, le podcast de la CFCIM, un espace d'échange au cœur des transformations économiques où regards marocains et français se rencontrent. Aujourd'hui, focus sur l'immobilier au Maroc entre accélération, innovation et attractivité. Deux invités, deux perspectives, un seul horizon 2030. Vous écoutez William Simoncelli, directeur fondateur chez Carré Immobilier et administrateur de la CFCIM, et Redouane M. Fadel, fondateur et directeur du think tank Societis. Alors dans la question, il est dit que donc en 2030, à quels indicateurs reconnaîtra-t-on concrètement le marché immobilier marocain, que le marché immobilier marocain a changé de dimension? Je crois qu'il a déjà changé de dimension. C'est-à-dire les 4-5 dernières années, on en a parlé, l'ODA... On est déjà à 20 millions de touristes. Exactement. Donc les hôtels, aujourd'hui, on a des hôtels de dimension internationale qui, au niveau architectural, n'ont rien à envier aux plus grands hôtels mondiaux. La ligne à grande vitesse qu'on va emmener à Marrakech. Donc on a vraiment un changement de dimension. Alors les indicateurs, je pense que les indicateurs, quels sont les indicateurs? Les indicateurs qui sont courants, c'est les indicateurs de quantité de construction, les indices de prix, c'est les flux des investisseurs, c'est les flux de la diaspora. Tout ça, c'est des indicateurs qui sont tous en progression. Donc je pense qu'en 2030... Mais je peux te parler d'un autre indicateur, Redouane, un indicateur peut-être un petit peu plus subtil, mais regarde aujourd'hui le comportement des pays étrangers à l'égard du Maroc. Et on va parler d'un pays qu'on connaît bien tous les deux, la France. La France ne veut plus être le seul interlocuteur ou le seul partenaire du Maroc. La France a clairement affiché qu'il voulait être un des partenaires qui compte avec le Maroc. Donc aujourd'hui, le comportement de ces grands pays à l'égard du Maroc, il est plus dans une forme d'hégémonie ou de suprématie. Il est vraiment dans une logique d'égalité. De partenariat gagnant-gagnant. Absolument. Et de co-construction, on avait parlé à un moment donné, je me souviens, c'était la co-construction, la co-coopération. Le co-développement. Le co-développement, on est concrètement dedans, parce que, effectivement, bon, on le voit dans nos secteurs. Bon, toi, ça fait plus de 25 ans, je crois que tu es au Maroc. Oui, c'est ça. Et je te considère quand même souvent comme le plus marocain des Français ici, que tu connais bien, avec qui tu partages bien la culture et l'identité. Et c'est vrai que tu as vu l'évolution. Bon, moi, je te suivais, je te connaissais pas, et déjà à l'époque, tu étais un acteur de l'immobilier qui faisait référence dans un certain nombre de magazines. Tu publiais des études, des évaluations de l'évolution. Et c'est vrai que le chemin qui a été parcouru par le Maroc, il est juste extraordinaire. Exactement. Et moi, je peux parler aussi d'autres indicateurs qui sont pas spécialement des indicateurs chiffrés. Je l'ai dit tout à l'heure, je suis administrateur du bureau France de l'ARIX. Donc, avec ma collègue Myriam Imdi, nous sommes tous les deux représentants du Maroc dans ce bureau. Des indicateurs qui sont liés à l'éthique et à la déontologie. L'ARIX, cette institution qui fait la promotion des bonnes pratiques dans les métiers d'immobilier, on a de plus en plus de demandes de jeunes qui veulent être accrédités pour justement faire partie de cette famille des bonnes pratiques. Et ça, c'est pas palpable en termes de chiffres, mais tu as une volonté quand même de ces jeunes aujourd'hui de pratiquer un immobilier beaucoup plus transparent dans leur méthodologie, mais aussi dans l'information qu'ils donnent à leurs clients. On a aussi, nous, quand on est sollicité par des grands donneurs d'ordre, l'obligation d'être dans les bonnes pratiques. Donc aujourd'hui, de plus en plus de donneurs d'ordre demande à ce que le professionnel, le conseiller en immobilier qui va les accompagner soit accrédité par l'ARIX. Donc ça... Moi, je m'en souviens parce que les gens oublient, puisque le temps passe très vite. C'est pour ça que je te disais, ça fait plus de 25 ans que tu es là, mais tu as quand même beaucoup travaillé parce que tu étais une des premières agences au Maroc immobilière et de transactions qui était structurée, je me souviens. Et tu as participé de cette structuration du marché parce que tu avais un code éthique, tu avais une manière de travailler, une manière d'être organisé, un discours de vérité vis-à-vis des clients qui était nouveau. Et même au niveau des évaluations d'actifs, des expertises, je pense que tu as apporté un plus sur le marché. Et je crois que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et le marché marocain
Aujourd'hui, il est le fruit, des gens qui ont été, aussi, visionnaires, enthousiastes, mais aussi intègres, organisés, structurés et qui ont voulu cette structuration, alors qu'à l'époque, c'était pas forcément facile. Et toi et moi, on a commencé l'immobilier avant Internet, Mmh. mais aujourd'hui, le consommateur est beaucoup plus exigeant. Il est beaucoup Exactement. plus connaisseur. Ah oui. C'est pas un sachant, Ouais. mais en tout cas, il est éclairé sur les subtilités de l'immobilier. Donc, moi, je pense que les indicateurs, ils sont pas seulement chiffrés. Il faut pas non plus s'en remettre que à des indicateurs chiffrés. Il faut être un observateur de son temps. Il faut regarder le Maroc tel qu'il est aujourd'hui et revenir à tel qu'il était il y a 10, Ouais, ouais. 20 ans. On peut le dire, hein, qu'aujourd'hui, le marché, les acteurs, que ce soit les architectes, les BET, les promoteurs, globalement, il y a une structuration, il y a un savoir-faire, il y a une éthique au travail, il y a des produits qui sont de plus grande qualité, mieux pensés. On le voit, hein, les façades, la configuration des appartements, les services, l'apport des bureaux d'études aussi acoustiques, thermiques, on le voit ça, Mmh. que c'est très, très présent. À toi. Alors, alors accroche-toi, la question est longue. Quelles compétences ou quels métiers Mmh. deviennent aujourd'hui critiques dans l'immobilier marocain? Asset management, data, urbanisme, financement. Et comment faire évoluer l'écosystème pour y répondre? Quelles sont les compétences? On voit que les compétences qui montent aujourd'hui, c'est tout ce qui est asset management, property management, facility management. On voit qu'aujourd'hui, on a affaire à un marché beaucoup plus structuré, avec des exigences des locataires, des utilisateurs, et puis des attentes de rendement et une professionnalisation de la gestion par les propriétaires Oui. qui est là. Et donc, les compétences, elles sont nécessaires parce que les produits sont plus complexes. Il y a une détérioration, il y a des exigences des locataires, il y a des conditions d'utilisation de ces biens. Mais tu l'as dit, il y a une exigence des locataires. Mmh. Moi, je me rappelle, quand j'ai démarré il y a un peu plus d'une vingtaine d'années, à Casablanca, le marché était essentiellement en propriété, notamment au niveau des Mmh. bureaux. Mmh. Et tu te rappelles, on a vécu ça en France, le marché de la location, il a pris le pas sur le marché de la propriété. Pourquoi? Parce qu'on a des sociétés qui ont voulu capitalistiquement se délaisser du fardeau de l'immobilier, le laisser à des professionnels. Et je pense que nous, on a vécu ça au Maroc au début des années 2000, et que un locataire n'a pas le même comportement qu'un propriétaire. Un Mmh. locataire va être beaucoup plus exigeant vis-à-vis de l'immobilier qu'il occupe qu'un Mmh. propriétaire. Mmh. Oui, oui, parce qu'en plus, il le vit au quotidien et il a des attentes de service, il a du personnel à gérer, une ambiance au travail à gérer. Alors, il y a d'autres métiers, alors, qui sont en plein développement et ils sont liés à l'Edge, ils sont liés à l'HQE, ils sont liés au BRIM, ils sont liés au LEED. C'est-à-dire que là, on a besoin d'acousticiens, on a besoin de spécialistes en gestion de l'énergie, en justement bas carbone, et cetera. Donc là, toute cette palette fluide, structure, acoustique, thermique, c'est quelque chose qui se développe, beaucoup et les attentes sont nombreuses. Après, le dernier point, c'est sur l'hôtellerie. Puisqu'on a beaucoup d'hôtels qui se développent au Maroc, on est sur 75 en cours de construction, puisqu'on a des attentes par rapport à la coupe du monde, tous les métiers qui sont liés à l'hôtellerie, et qui peuvent être un peu techniques, de la direction hôtelière juste à l'économate, et cetera. Ça, c'est des métiers pour lesquels on n'a pas forcément beaucoup de formation et les besoins sont énormes. Allez, question suivante. Alors, dans quelle mesure, alors c'est redondant ou ça recoupe un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, dans quelle mesure les enjeux ESG, énergie, carbone, résilience climatique, qualité de vie, deviennent-ils un facteur structurant dans la valorisation des actifs immobiliers au Maroc? Alors, je vais répondre clairement. S'il n'y a pas prise en compte de ces indicateurs, ton immobilier va perdre en valeur. Donc, aujourd'hui, l'ESG, tous ces critères d'immobilier green sont à prendre en compte, soit dans le développement, soit dans la rénovation, soit dans la réflexion de projets immobiliers. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Et nous, on le voit d'ailleurs sur l'expertise immobilière. Aujourd'hui, si on verdit pas son immobilier, on perd en valeur.
on perd en valeur. Et c'est assez simple, hein. C'est une règle de 3. Ton loyer augmente, plus ton immobilier est vert. Donc, si ton loyer augmente, la rentabilité restant peu ou prou la même, eh ben, le prix de ton immobilier, sa valeur absolue va monter avec. Donc, c'est assez simple. Il n'y a pas de choix. Et à l'inverse, les autres auront une perte de valeur. Absolument. Puisqu'on est dans des marchés en plus qui sont de plus en plus concurrentiels. Absolument. Avec des transferts de l'un vers l'autre. Hein, on l'a vu, hein, Ouais. beaucoup d'acteurs locataires qui sont partis de zones, on va pas les zones traditionnelles de location bureau et qui sont partis vers les zones type CFC Oda. Exactement. Et aujourd'hui, si cet immobilier vert est un petit peu cher, il va l'être de moins en moins parce qu'il y en aura de plus en plus. Et sur la rénovation, les propriétaires n'auront pas d'autre choix que de s'y conformer. Sinon, ça va perdre en valeur. Alors, peut-être qu'ils ne sont pas formatés, peut-être qu'ils ne sont pas équipés en compétences. Mais je répète, aujourd'hui, il y a toutes les compétences au Maroc pour traiter cet immobilier de la meilleure des façons. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs. On a toutes les compétences au Maroc. Moi, sur les 20 dernières années, j'ai vu alors maintenant, c'est des jeunes gens pour moi, mais je les ai vus soit venir former, soit se former ici. Enfin, il y a les compétences. Allez, c'est à moi. Alors, Redouane, dans les arbitrages territoriaux, quels critères deviennent aujourd'hui décisifs pour un entrepreneur qui doit faire le choix de s'installer sur l'axe Tanger, Rabat, Casablanca, Marrakech ou sur une autre région? Sur quels critères doit-il s'appuyer? Tout dépend de son activité. Est-ce qu'il cherche à produire à un endroit, à vendre à un endroit? Donc, en général, les critères sont toujours les mêmes. Hein. Il faut qu'il y ait des voies de circulation et puis tout dépend de son activité. Si vous êtes un industriel et que vous devez être, ou un logisticien et que vous devez être aux abords d'une grande ville, vous allez être aux abords de Casablanca. Si par contre vous importez des produits, vous allez être pas loin de Tanger, Tanger-Med. Si par contre vous êtes dans une zone industrielle, forcément les zones industrielles aujourd'hui, Kenitra, Tanger, donc on s'installe là où il y a l'écosystème qui est favorable à notre activité, là où il y a la demande des clients, là où il y a les zones effectivement de mobilité, de logistique, de transport et de fluidité. Et par exemple, pour certains acteurs de l'investissement immobilier, la majeure partie des clients de haut standing ou d'affaires étant sur Casa, en général, on s'installe plutôt sur Casa. Tout dépend de son métier, son cœur de cible, sa vision de développement aussi. Ouais, moi je suis complètement d'accord avec toi. J'ai envie de dire qu'il y a vraiment un axe fort, c'est Tanger, Kenitra, Rabat, Casablanca, et j'irais même plus au sud, Laayoune, Darla, un axe fort, on va dire, industriel et de services. L'immobilier industriel, les bureaux, les entrepôts. Et après, il y a des axes est-ouest, Agadir, Marrakech, Fès, Meknès, même un petit peu plus loin en région, où là, on va plutôt retrouver du tourisme, que ce soit du tourisme balnéaire, de l'écotourisme, du tourisme même, j'ai envie de dire, de fête ou de loisirs sur Marrakech, avec et là, je pense que le Maroc est en train de jouer cette carte à fond. C'est tout ce tourisme qui notamment est complètement connecté au paysage marocain, que ça soit la mer, l'océan, l'arrière-pays avec la montagne. On a la chance d'avoir des grands massifs montagneux. Alors ça va du Haut Atlas au Rif, avec c'est quand même des endroits incroyables, tous différents, hein, qui ont cette capacité à pouvoir accueillir des gens dans un milieu qui est encore très naturel. Alors certains vont dire que c'est
pas bien desservis ou ça manque d'infrastructures. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, tu peux encore te balader dans ces environnements, ça reste assez sauvage et ça attire toute une population de touristes qui sont à la recherche de ce tourisme, on va dire nature, quoi. Donc, pour les entreprises, ben, si un entrepreneur, et je pense, j'ai un exemple, à Tahanaout, au sud de Marrakech, il y a une cité qui s'appelle Terre d'Amanar, où un type est venu s'installer il y a quoi, une petite vingtaine d'années, où il a développé tout un grand parc de loisirs avec de l'acrobranche, des écologes. Bon, ben, aujourd'hui, moi, j'y vais encore, j'y allais avec mes enfants quand ils étaient petits. Ça fonctionne. Donc, si on veut installer ce type de loisirs, bah, c'est plutôt dans des environnements nature. Si maintenant, effectivement, tu l'as dit, si on veut produire, ben, Tanger, il y a quand même deux belles zones, que ça soit Tanger Free Zone ou que ça soit TAC, Tanger Automotive City. Il y a des endroits qui peuvent accueillir des industriels internationaux ou nationaux d'ailleurs, et leur permettre à la fois de produire, mais aussi de pouvoir recevoir de la marchandise ou de l'exporter. Oui, parce que les leviers de l'investissement immobilier ou autre, c'est le foncier, Oui. c'est les axes de circulation de transport, c'est les zones logistiques, c'est un arbitrage aussi entre le délai, le coût de transport et le coût du foncier. C'est vrai que le coût du foncier autour de Casablanca, c'est pas le coût du foncier autour d'Agadir ou de. Oui. Donc, il y a un arbitrage sur les coûts. Il y a aussi des leviers fiscaux. Il y a peut-être aussi des zones au Maroc où il y a des facilités, des incitations fiscales qui permettent ou qui vont fédérer l'investissement. Après, on a aussi l'investissement qui est directement lié à la proximité de la demande. Par exemple, on le voit sur Marrakech, on a beaucoup d'investisseurs internationaux, c'est de l'expatriation, c'est de la diaspora. Donc là, on a des typologies de produits qui ne sont pas les produits qu'on a à Casa. Donc, tout dépend du cœur de cible de ces entreprises, des métiers, de la vision de développement et de la structure de coût. Parce qu'on le voit dans la structure de coût, bah, une usine logistique autour de Casablanca, ça coûte cher. Ça coûte moins cher quand c'est un petit peu plus loin, mais le marché et la demande étant sur Casa pour 7-8 millions d'habitants, on est obligé d'être sur Casa aussi. Ça ne nous empêche pas d'avoir des unités, des implantations régionales. Exactement. Et moi, je dirais en complément, mais là, c'est un domaine qui m'échappe un petit peu plus, c'est que l'immobilier ne peut pas tout. C'est qu'il y a aussi la formation, donc il y a tout un volet RH sur lequel nous, on doit s'améliorer, parce que les entreprises étrangères qui viennent, les investisseurs qui viennent au Maroc, ce qu'ils veulent aussi, c'est des compétences. Alors, on en a, mais là aussi, il faut qu'on s'améliore. Ouais, les compétences, puisque si vous êtes sur des métiers un petit peu high-tech ou sur des métiers industriels, bah, il faut aller au cœur des bassins d'emploi. Hein. Il faut voir aussi quelles sont les ressources humaines disponibles, bien formées, à un coût intéressant aussi. Parce que c'était le cas dans le développement industriel de la France des années 70. Hein. Tous les grands acteurs industriels s'établissaient dans les villes un petit peu périphériques, les villes un petit peu plus isolées, parce que ça permet d'avoir une pression sur le coût des ressources humaines et une ressource humaine disponible. Donc historiquement, c'est pour ça que Renault était un petit peu plus dans le nord, Michelin, le centre de la France, un petit peu plus dans les zones un peu plus paupérisées. Voilà. Allez, prochaine question. Alors, je ne sais pas si on l'a posée déjà, celle-ci. À l'approche de 2030 et des grands événements internationaux, comment orienter les investissements vers des infrastructures à rentabilité durable? Bah, c'est un peu ce dont on parlait là. Oui, c'est ce dont on parlait. J'ai envie de dire, les infrastructures durables, on va être sur l'hôtellerie notamment, parce qu'on sait très bien que le Maroc est un pays qui attire énormément de touristes. Encore une fois, tu te rappelles, 2010, 10 millions, 2020, 20 millions. Alors certains en sourient, moi j'en souris pas parce que aujourd'hui on est dans l'idée d'avoir 30 millions de touristes en 2030 et on est déjà à 20 millions. Donc franchement, on est parmi les pays qui comptent dans le monde sur le tourisme et j'ai envie de dire malheureusement vu le bazar qu'on a dans certaines zones en ce moment, ben ça va peut-être faire que ça va augmenter le nombre de tourisme au Maroc. Bon,
C'est un effet induit malheureux pour d'autres, malheureusement, mais bon. Mais je pense que le Maroc s'est affirmé comme même bien avant que j'arrive, comme une vraie destination touristique. Aujourd'hui, il s'affirme aussi comme une vraie destination pour tout ce qui est le secteur de l'automobile et de l'aéronautique. Enfin, il suffit de regarder les entreprises. Tu as cité Renault tout à l'heure. On peut aussi citer dans l'aéronautique Safran, mais pas que. Je veux dire, c'est quand même des acteurs majeurs de ces. Et puis, on est aussi un pays agricole. Faut pas l'oublier. On a aussi aujourd'hui, moi j'accompagne une entreprise qui est dans cet environnement de l'agriculture, qui est une grosse entreprise, on voit de plus en plus comme ça de secteurs d'activité attirer des entreprises étrangères. Donc obligatoirement, il y a une montée en compétences des besoins, il y a des échanges entre ces pays, et je pense qu'on a comme ça des secteurs d'activité. Alors voilà, on dit souvent que pour notre bonheur, on n'a pas eu de pétrole ou de gaz, mais au moins on a un peu de génie. Donc c'est peut-être ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est peut-être ce qui fait notre succès. Et puis après, effectivement aussi notre capacité à accueillir les gens. Alors je suis pas en train de parler d'hospitalité, hein. Là, je parle vraiment de capacité à réfléchir des zones. Alors là, je vais peut-être mettre ma casquette d'administrateur de la Chambre française, mais la Chambre française a quand même été précurseuse en zone industrielle. Elle a aujourd'hui. Sapino, à l'époque, alors, c'était une réussite. pas Sapino, Redouane, parce que Sapino, c'était Lona qui avait développé Sapino, mais je pense plutôt à Sogepib, enfin, en tout cas, à Bouskoura ou Salah, aujourd'hui à l'Ecopac de Bereshid, mais pas que. Voilà, il y a quand même aujourd'hui une expertise qui a été développée à la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc en matière non seulement de conception, et j'ai même envie de dire de business model, parce que finalement, la Chambre a été pionnière dans les parcs industriels locatifs. Et c'était pas une évidence il y a plus de 20 ans où tout le monde voulait être propriétaire de son foncier. Parce que au Maroc, on aime bien être propriétaire de son foncier. Bon, la Chambre a été l'une des pionnières à faire. Et aujourd'hui, ce modèle fonctionne, parce que 20 ou 25 ans après, non seulement ces parcs existent toujours, mais ils sont pleins. Ils sont sursollicités. Et la Chambre aujourd'hui est sollicitée par non seulement d'autres villes dans le royaume pour développer ce modèle, mais aussi par d'autres pays plus au sud que le Maroc pour arriver avec des modèles un peu similaires. Donc, alors je me rappelle plus ta question, je sais même pas comment. Comment orienter les investissements vers des infrastructures à rentabilité durable? En fait, moi je pense qu'il y a la rencontre déjà d'un dynamisme économique qui fait que on a non seulement des entrepreneurs nationaux ambitieux avec une vraie logique industrielle ou une vraie logique de service avec du développement. Ça, il y a aussi en effet miroir des investisseurs étrangers qui voient que ça bouge, qu'il y a du dynamisme et qu'il y a un développement possible, qui viennent au Maroc, donc, et qui rencontrent aujourd'hui une offre immobilière adéquate. Moi, je vois que ça. Donc, je pense que, encore une fois, on a appris de nos erreurs, et sur les 25 années que moi j'ai vécues, j'ai vu des modèles balbutiants à aujourd'hui des modèles efficients. C'est pas parfait, mais aujourd'hui, des boîtes et des grandes boîtes s'installent. Donc ça, je pense que c'est la preuve. Alors moi, c'est les investissements vers des infrastructures. Alors, je pense que ça va dans la question au-delà de l'immobilier. Oui. C'est pour ça que comment orienter? C'est souvent le foncier, c'est une fiscalité plus favorable, c'est pas des partenariats publics-privés. Oui, tu as raison. On les a eus aussi au Maroc et ça a bien marché. C'est aussi les financements. On a vu, je sais pas si c'est, les structures de financement telles que Proparco, etc., les structures de financement international participent aujourd'hui du développement de ces infrastructures, parce que si leur rentabilité est durable, elle n'est pas forcément immédiate. Donc là, on a besoin de partenariats parce qu'il faut lever des fonds. Quand c'est public, la rentabilité, elle est indirecte parce que c'est des aéroports, c'est des ports, c'est des voies de chemin de fer, etc. Donc, c'est ça, c'est du foncier, c'est de la logistique, c'est du financement,
c'est de la fiscalité. C'est de la C'est tout confiance ça. C'est aussi, de la confiance, ouais. c'est de la stabilité. Ouais. Et je pense qu'on a pu faire preuve en tout cas sur le temps long, d'une stabilité Mais on à y toute est, hein, épreuve. on y est, hein, c'est le cas on le voit on l'a vu sur les infrastructures de transport, de logistique, de portuaire, on l'a vu aussi sur les voiries. On a eu, ces dernières années, un travail qui a été fait sur les voiries qui est important. Même si c'est pas de la rentabilité à proprement parler au sens entreprise, c'est quand même pour l'écosystème, des touristes, des locaux, des entrepreneurs, des logisticiens, une plus-value importante pour leur business et la vie au quotidien. Absolument d'accord. Avant-dernière question. Alors, est-ce que tu vois déjà une bascule vers un immobilier plus institutionnel au Maroc? C'est-à-dire fonds, investisseurs long terme. Et si jamais tu le constates, pardon, comment accélérer cette approche, je dirais, institutionnelle de l'immobilier? On le voit de plus en plus, hein. Il y a beaucoup de fonds qui se sont constitués et qui portent des actifs, que ce soit en bureau, que ce soit en logistique, sur zone industrielle, parce qu'il y a une forte rentabilité et que ça nécessite des moyens importants. Et ils ont les moyens et on le voit, hein, les OPCI, c'est une réussite au Maroc, c'est 70 milliards à peu près de sous gestion. Sur les 10 dernières années, ouais. Ouais, on a une évolution aujourd'hui, au-delà des entrepôts, des bureaux, vers la santé et l'éducation. On voit que un certain nombre d'institutionnels, comme les caisses de retraite privées ou publiques, sont très actives. On voit que les compagnies d'assurance ont des fonds et pour des raisons réglementaires investissent beaucoup. Donc c'est un marché qui est très dynamique et qui est porté aussi par une demande, hein, qui est porté par une demande et par une volonté de se diversifier et conformément aux lois, d'avoir une diversification du portefeuille. Donc on est déjà là dans un trend qui est très positif. Après, peut-être que sur le marché secondaire de l'OPCI, il y a peut-être une fluidité à apporter un peu plus. Ouais, et je rajoutais aussi une forme de stabilité fiscale, de Ouais. continuité. Oui. Hein, Sur le temps long, c'est vrai qu'on ne peut pas avoir chaque année, chaque loi de finances, des risques ou des questionnements sur ce que va être la prochaine loi, ce que vont être les dispositions. Est-ce qu'on rabote la carotte oui. ou pas? Bah Et oui. ça, je pense que les investisseurs, bon, c'est un secret pour personne, hein, les investisseurs, ce qu'ils veulent, eux, c'est avant tout de la stabilité. Et donc, c'est important de passer les bons messages. Et même s'il y a des ajustements structurels à faire, il faut toujours qu'ils soient à la marge. Il faut faire attention. Alors, tu parlais des OPCI, mais je pense qu'aujourd'hui, tu as raison, il faut enrichir l'offre d'investissement, c'est-à-dire que ou de financement. Alors, c'est pas la même chose, mais je pense aussi à la titrisation. C'est aussi un levier qui peut être intéressant à regarder. Moi, j'ai pu avoir l'occasion de travailler sur des sujets de titrisation. Ça peut être alors c'est assez coûteux, mais encore une fois, il y a des plafonds à dépasser pour que ça devienne intéressant. Et je pense que là aussi au Maroc, on devrait réfléchir effectivement à des leviers de financement, voilà, de plus en plus Alors, diversifiés. sur la titrisation, il y a eu des expériences à l'étranger où là, il faut vraiment que ce soit très, très bien cadré. Tu parles des subprimes, là. Alors, sur la titrisation, on peut avoir aussi la volonté de refourguer, hein, des titres ou, Oui. ou des Enfin, tu es d'accord avec moi participations que, mais c'est vrai en l'espèce, c'était quand même, on va dire, une forme de malveillance. En tout cas, ça peut être ça peut être pas été élaboré à dessein, mais au final, le système s'est perverti et on a fabriqué des véhicules, on va dire, poubelles. Hein. Oui, c'est une opportunité, c'est très bien que tu l'aies dit, parce que c'est une opportunité qui est intéressante, qui est active dans la plupart des pays développés, à condition qu'il y ait un encadrement extrêmement rigoureux, parce que la confiance est toujours fragile, hein, sur les marchés ou entre acteurs privés et publics, il faut une transparence des données. Mais tu sais, j'ai envie de quand même, parce que sur les subprimes, c'est important, il faut que les gens comprennent que, en fait, le mécanisme des subprimes tel qu'on l'a vécu en 2007, bon, moi je suis pas
le spécialiste du sujet, mais de ce que je peux, moi, avoir retenu comme leçon, c'est qu'on a permis à des gens qui ne pouvaient pas s'endetter de s'endetter. Parce que c'est ça Exactement. le Ouais. sujet, c'est qu'à un moment donné, quand on lève la garde Ouais. et qu'on veut faire un peu plus d'argent qu'il n'est permis d'en faire, Ouais. on prend des risques inconsidérés. Et en plus, quand on met ça dans des véhicules où finalement, celui qui va être en défaut n'a que comme interlocuteur un numéro où plus personne ne répond, bah, Ouais. à un moment donné, on va à la catastrophe. Ouais, mais tu es d'accord avec moi qu'il y avait un régulateur qui était censé réguler le marché, en assurer la transparence, Censé. contrôler les produits et Mmh. contrôler les acteurs. Oui. Et pourtant, il a été défaillant. Donc c'est pour ça que c'est un sujet qui est Est-ce que le éminemment... régulateur Mm. a régulé? Ouais, oui, c'est ça. Ah, mais c'est Et oui, c'est une ça, vraie c'est leçon ça. à retenir. C'est ça. Ça me fait penser au le constateur a-t-il constaté. Bah oui. Bon. Dans vos domaines respectifs, quelles sont les classes d'actifs résidentiels, bureaux logistiques, tourisme, retail foncier où le Maroc pourrait capter le plus de valeur d'ici 2030? Alors, résidentiel, bureau, logistique, tourisme, retail foncier. Tu vois où les gisements d'opportunités? Alors, dans le résidentiel, c'est une évidence. Alors, toujours d'ici 2030, c'est-à-dire dans 4 ans. Bah, bon, alors on va se dépêcher. Mais le résidentiel, c'est une évidence. Pourquoi? Là, je pars sous ton contrôle, mais je pense qu'on produit, bon an, mal an, 100-120 000 logements par an. Mmh. On a un besoin structurel annuel d'à peu près 200 à 250 000 logements par an. Ça veut dire qu'on a un déficit structurel de petites centaines de milliers de logements par an. Si on rajoute à ça les déficits cumulés sur les 20 dernières années ou plus, on a un déficit de logements qui avoisine, je saurais dire, mais c'est quand même conséquent. Ouais. Donc je pense que le résidentiel, c'est un vrai sujet sur lequel il va falloir que notre législateur se penche et réfléchisse parce que il y a des gens qui ont besoin de logements qui n'en ont pas et il y a un besoin de logements au Maroc. Maintenant, ceux qui en ont besoin, est-ce qu'ils sont éligibles, est-ce qu'ils sont solvables? Ça, c'est aussi une question à se poser. Mais je pense que le logement, il y a un gisement de valeur, et peut-être pas le logement avec un prisme d'accession à la pleine propriété. Ça peut peut-être être la location, par exemple. Mmh. Ça, on parlait tout à l'heure d'investissement locatif. Moi, j'ai vu quelques essais, et d'ailleurs, il y a des promoteurs immobiliers, je pense à Casablanca, qui sont sur le logement résidentiels locatifs et qui s'en plaignent pas, hein, qui sont Ouais. plutôt satisfaits de leur projet. En fait, moi, je dirais que chaque classe d'actifs a Son contient ses potentiel. opportunités. Oui, Alors, absolument. sur le résidentiel, tout le monde pense à la copropriété ou au locatif. Il faut savoir qu'au Maroc, l'essentiel des logements qui sont produits, c'est de l'autoconstruction. C'est les gens qui prennent un petit terrain Oui. d'un lotissement et qui construisent pour eux et leurs proches sur 2-3 niveaux. Je crois que c'est 40% du marché, ça, à peu Oui, près. c'est énorme. Ouais. Alors, ce qu'il faut bien Ce qu'on comprendre- appelle la maison traditionnelle marocaine. Ouais, c'est ça. Hmm. C'est ça. Les bureaux, oui, moi je pense qu'il y a, dans les bureaux, il y a des opportunités immenses, hein, surtout sur les grandes villes, conformément à ce que tu as dit, le recentrage sur des actifs green un peu, Ouais. la logistique, le Maroc comme hub, et puis le développement autour des villes, la logistique, ça va être énorme avec le développement du e-commerce, etc. Le tourisme, on y est dedans, hein. Donc durablement, le Maroc a montré à l'occasion de la Cannes et montre régulièrement chaque année qu'il s'est amélioré au niveau de l'accueil dans les aéroports. La ligne TGV, elle va être structurante pour le tourisme jusqu'à Marrakech et au-delà Agadir. Donc, forcément, le tourisme avec l'hôtellerie, l'animation. Alors, je dirais que le retail, je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que le retail, en raison de son coût et du développement du e-commerce, la digitalisation des formes de business, c'est un peu plus difficile en ce moment. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, moi, je pense que le retail, effectivement, c'est en pleine mutation. Mais quand je dis ça, c'est un peu creux, parce que finalement, ça fait quelques années que c'est en pleine mutation. Et on voit bien que le Covid a été un accélérateur hein, sur les approches commerce. On voit bien que
le Maarif tel qu'il était, Ouais. si je prends Casablanca, le boulevard Massira tel qu'il était, on Ouais. n'y est plus. C'est un peu différent. Et pour certains commerces aujourd'hui, on voit que le magasin, la boutique devient un espace d'exposition, Ouais. moins Ouais. un espace de vente. Ouais. Parce que finalement, certains se rendent Ouais. dans... Un showroom. Showroom. Absolument. Ils viennent, ils regardent, et puis après, ils peuvent commander à droite et à gauche sur Internet. Ouais, et puis tu sais, quand les centres-villes ou les zones commerciales sont difficilement accessibles en voiture, difficilement accessibles au parking, bah, ça nuit au commerce aussi, hein, on le voit. Hein. Et puis il y a le coût des magasins, parce qu'on voit que la digitalisation permet de baisser les coûts. Moi, je sais pas, je voyais une étude par exemple en France, mais peut-être que nous on va y arriver, hein, parce que on est toujours, aussi proche. Et les événements sociologiques de commerce, les mutations qui ont lieu dans des pays qui sont proches, auront lieu à un moment donné en France. Moi, j'ai vu des reportages sur des grandes rues, hein, la rue de Rède, boulevard Saint-Michel à Paris, dont les magasins sont complètement fermés. Ouais. Et le fait qu'il y ait cette digitalisation du commerce entraîne une baisse des prix des produits à la vente. Parce que vous n'avez pas le commerce, vous n'avez pas les taxes, vous n'avez pas les vendeuses, vous n'avez pas les loyers, vous n'avez pas l'aménagement. Donc, est-ce que on n'est pas là sur une mutation aussi du retail? C'est vraiment une question Bah, dans les grandes villes. Oui, oui, et j'ai envie de te dire, j'ai envie de reprendre un exemple, c'est Casa Enfa, tu vois. Mhm. Aujourd'hui, les commerces à Casa Enfa, et on les voit pas trop, tu vois. Ça peine un peu, quoi. Après quelques années, parce que Casa Enfa, ça a démarré quand? Il y a une dizaine d'années maintenant. Il y a quelques commerces, mais il y en a pas beaucoup. Tu vois bien que il y a un changement des comportements, et finalement, j'ai l'impression aujourd'hui que le commerce qui s'en sort bien, ça va être tout le commerce de façon, tu vois. Peut-être la restauration avec une partie takeaway. Bon, bah, le coiffeur, tu vas pas te faire couper les cheveux sur Internet, tu vois. Donc là, tu es obligé d'y aller. Mais il y a tout un commerce de proximité, de livraison, de façon, et moins un commerce de revente, tu vois. Donc, ça peut peut-être recréer comme ça sur des zones. Mais là, encore une fois, le consommateur, ce qu'il veut, c'est vivre une expérience. Ouais. Quand tu le vois, tu vas au Morocco Mall, tu vas en Enfa Place, tu rentres dans un environnement qui est réfléchi, qui est accueillant, c'est plutôt sécurisé. Avec une offre globale. Absolument. Du parking. Oui, tu peux stationner. D'ailleurs, no parking, no business. Je veux dire, c'est toujours... En fait, quand bien même aujourd'hui, le retail sera en pleine mutation à cause ou grâce à Internet, quoi qu'il arrive, quand tu vas te déplacer quelque part, pour pouvoir descendre de ta voiture, il faut que tu stationnes. Donc, et si tu ne prends pas ta voiture, il faut une offre de mobilité urbaine ou collective qui soit adéquate. Donc, le retail, oui, je suis d'accord avec toi, c'est un immobilier qui n'est pas simple à appréhender sur alors 2030, je sais pas, mais en tout cas sur les prochaines années, c'est sûr. Sur le bureau, je pense que l'opération de changement alors là, on est passé, le bureau, là, si je peux me permettre, c'est sociologique. On est passé en 20-30 ans de l'ère de la subordination à l'ère de la collaboration. Le bureau, il a suivi, lui. Dire avant, on avait dans les entreprises des hiérarchies très verticales. Donc, du coup, tu as le boss qui avait le bureau et puis les autres autour. Aujourd'hui, il n'y a plus de patron, il n'y a que des collaborateurs. Donc, du coup, tout s'est aplati. On a vécu ça dans les bureaux, c'est l'horizontalité, c'est les grands espaces. C'est transverse. Voilà, c'est différent. Alors, on est passé du tout cloisonné à l'open space. Et puis aujourd'hui, on revient dans un autre modèle, qui est un modèle où finalement, on va créer dans les bureaux, et l'hospitality, c'est incroyable parce qu'à travers l'hôtellerie, il y a une grosse empreinte de l'hôtellerie dans beaucoup aujourd'hui de classes d'actifs. C'est-à-dire que quand tu arrives au bureau aujourd'hui, nous, on est sollicité pour des aménagements. Ce qu'on nous demande, c'est du confort et du bien-être pour les collaborateurs. Tu en parlais tout à l'heure. Mais c'est aussi l'idée que le collaborateur, il est pas obligé d'avoir son bureau à lui, mais qui va le partager avec 2 ou 3 autres collègues. Pourquoi? Parce qu'il y a des rotations. Et donc, du coup, il y a l'idée de la rationalisation. On voit bien qu'en diminuant les bureaux,
c'est-à-dire les surfaces de postes de travail, on doit augmenter les surfaces de vie en commun. Ouais. Bah oui, Ouais. parce que les gens, on va pas les laisser à l'extérieur tout le temps. Il faut aussi qu'ils puissent, à un moment donné, à la machine à café, se rencontrer, parler du match d'avant-hier, et puis surtout régler des petits conflits ou Créer des du petites lien. querelles. Absolument. Donc, on voit bien que cet immobilier, au niveau des bureaux, c'est là où il y a eu une profonde transformation et qui est réellement sociologique. Sur l'industrie, là, on est contraint à des outils de production, à des logiques de mobilité, d'approvisionnement. Voilà. Donc c'est un peu plus compliqué et ça reste assez classique dans l'industrie. Mais moi, je trouve que effectivement le retail, le bureau, ça a déjà beaucoup changé et ça va encore beaucoup changer, je pense. Sur l'hôtellerie, bah ça a beaucoup changé. Je veux dire, c'est aujourd'hui d'ailleurs une approche de l'hôtellerie qui est plus proche du coworking que de l'hôtellerie classique auparavant. Et d'ailleurs, je pense que toi, tu as des expériences de l'hôtellerie. Tu vois bien qu'entre le propriétaire de l'hôtel qui est lui-même exploitant, bah, on a fait du chemin depuis avec des couches comme ça, entre le détenteur de l'actif, la société de gestion qui va assurer l'intégralité du fonctionnement de l'immeuble et l'exploitation, et puis le sachant, on va dire l'hôtelier, qui lui a plutôt une plateforme qui va créer du flux sur la société d'exploitation. Bah, on se rend compte en définitive, pour conclure, hein, je pense qu'on s'est mis d'accord, hein, c'est que l'immobilier, c'est un secteur aujourd'hui qui est mature, qui est pluriel, qui est multiple. Alors, on a des classes d'actifs et de produits qui sont très très différents. On a des zones géographiques avec des attentes, des populations urbaines, professionnelles qui sont très différentes. Et puis, tu as des investisseurs, hein, des personnes physiques, locales ou étrangères, ou de la diaspora. Tu as des investisseurs type banque, assurance, OPCI. Donc, on a vraiment une maturité et on a atteint un niveau de dynamisme et de professionnalisme sur l'immobilier au Maroc qui est puissant. Oui, et puis, tu l'as répété à plusieurs reprises, 2030, c'est demain. Je pense que nous, au Maroc, notre développement immobilier, l'attraction des investisseurs, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc, c'est pas la peine de se précipiter parce que 2030, tu l'as dit, c'est demain, mais ça s'arrête pas à demain. Ouais, c'est ça. Notre développement, il s'arrête pas à demain. Notre développement, il continue après 2030. Donc, j'entends dire ça et là que mais après 2030, après 2030, il y a 2031, Redouane. Ouais. Et en 2031, il y aura encore des choses à faire. Et plus que ça, c'est que il faut avoir une vision qui s'arrête pas à 2030, même si 2030 est très important, je l'accorde. Ouais. Mais, je le répète, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc, che va piano va sano, et je pense qu'il y a des choses à faire. Qui va piano va sano. Va lontano. Qui va sano va lontano. Exactement. Donc, il faut rester dans l'idée des bonnes pratiques. Il faut effectivement regarder la tech, parce qu'aujourd'hui, la technologie apporte énormément de solutions. Hein. Et puis après, il faut être novateur. Il faut être novateur dans les approches. Il faut être novateur. Il faut écouter aussi, finalement, nos sociétés, ce qu'elles souhaitent, comment tout ça, le cœur battant des sociétés, il faut l'écouter. On peut pas développer notre immobilier à un rythme dissonant de celui de nos sociétés. Alors ça paraît peut-être empreint de bonnes intentions, mais c'est la réalité. On va pas développer l'immobilier contre les gens. On le développe avec les entrepreneurs. On le développe pour nos écosystèmes. Et il faut effectivement permettre à nos investisseurs d'avoir les bons outils pour pouvoir accompagner ce développement. Tout en s'assurant qu'il y ait une logique qui permette la fluidité de la sortie, qu'il y ait une liquidité, que les conditions de sortie soient stables. On parlait de stabilité réglementaire, fiscale, pour permettre au marché, aux différents marchés de l'immobilier d'être fluides. Et parce que les investisseurs, ils ont besoin de confiance et de stabilité, effectivement. Et il faut plus de transparence, parce que je pense que tu parles de sortie, et tu as complètement raison. Plus notre marché sera transparent, c'est-à-dire, c'est pas une transparence béate, c'est la présence d'informations qui permettent à certains de prendre des décisions. Plus le marché est opaque, et moins tu peux prendre de décisions. Donc la réalité, c'est qu'on doit avoir comme ça de l'information qui circule, et sur ces bases, c'est quand même beaucoup plus facile d'arbitrer, quoi.
Bah, merci William, en tout cas, c'est passé vite, ce fut, super enrichissant. Merci de nous avoir partagé, tes connaissances du secteur, C'est moi qui de te remercie, terrain. Redouane. Bah, à très bientôt. À bientôt. Et puis, merci à la CFCIM. Exactement, franchement un lieu très sympa, alors chargé d'histoire, Et hein. n'oublie pas, Sir. 2030. C'était CIR 2030, podcast de la CFCIM. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur nos plateformes Spotify, SoundCloud, Deezer et YouTube. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode.